Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leurs pratiques, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension. Je fais un petit aparté juste avant cet épisode pour l'introduction, du coup pour vous présenter rapidement Maxime. De base, c'était pas prévu que je poste cet épisode sous forme de podcast. Maxime avait juste réservé une visio pour poser des questions. C'était un auditeur du podcast, voilà, il se posait des questions par rapport à l'entraînement. Et je me suis dit, bon, je vais enregistrer la visio, on sait jamais. Et du coup, au final, c'était hyper intéressant. Donc, il m'a donné l'autorisation de poster la visio, donc je poste. Mais du coup, j'en profite pour présenter rapidement Maxime. Maxime, c'est un grimpeur du coup qui a 38 ans, qui grimpe depuis 9 ans, il a un niveau 7 à voix, 7C après travail. Après, du coup, il m'a dit qu'il avait déjà fait 2 8A et il s'entraîne du coup maximum 3 fois par semaine pendant 6 heures et il a du coup un emploi du temps qui est hyper chargé à cause des contraintes personnelles, professionnelles, vie de famille, etc. Et du coup, toutes ces questions étaient hyper intéressantes parce que faut toujours remettre dans le contexte quand on est coach par rapport à quelqu'un, quand on donne des conseils. Et du coup, voilà, dans cet épisode, il y a des cas concrets, notamment, je pense à l'exemple des préhensions là que j'ai en tête. Il m'a posé la question sur est-ce que je dois absolument entraîner mon tendu et mon semi-arqué, etc. Et du coup, je lui ai donné une réponse hyper concrète par rapport à ça, par rapport à ces problématiques. Donc voilà, encore une fois, comme dans l'épisode hors série avec Damien, si jamais vous avez des questions ou alors que vous aussi, vous voulez éventuellement passer dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter tout simplement pour que vous m'envoyiez vos questions à l'avance. On voit si on peut du coup s'organiser une petite visio, je réponds à vos questions et je m'en sers pour faire un épisode du coup hors série. Je fais ça du coup avec plaisir et je vous souhaite une très bonne écoute pour cet épisode. C'était Léo, ciao ciao. Oui, bonjour Léo. Salut Maxime, tu me vois bien, tu m'entends bien? Ouais, impeccable. Et toi? Ok, bah super. Ouais, ça va, parfait. Comment ça va la forme? Euh, Plutôt bien, hormis gros lumbago qui m'a cloué sans sport là pendant 15 jours. Ah ou tu t'es fait quoi? Enfin, t'as fait ça comment plutôt? Ben, ça m'arrive régulièrement, c'est mon troisième lumbago en 6 mois. Et là, je venais de finir le cycle volume que tu avais présenté dans un podcast. Et ma toute dernière séance, c'était un matin. L'après-midi, j'étais au boulot et j'ai fait un geste un peu où j'ai forcé avec le dos. Je suis prof de PS et j'ai encadré une séance de kayak avec des élèves et j'ai fait un geste de torsion. Et sur le moment, j'ai rien senti. Et le soir, à froid à la maison, je pouvais plus bouger. Complètement bloqué. Et 3 jours après, j'ai reçu l'équivalent d'un. Je sais pas si tu as déjà eu des lumbagos. Ça m'a fait comme un coup de poignard dans le lombaire, en fait. Ok. Et j'ai ça régulièrement et donc je suis allé voir un ostéo, il m'a remis les vertèbres qui étaient un peu bloquées. Et ça va un peu mieux, mais bah, tu vois, après le cycle volume, je voulais enchaîner sur un cycle force et là, je pense que je vais repartir. Là, je suis à 2 semaines et demie d'arrêt de sport et je vais pas démarrer un cycle de force maintenant, je vais refaire un cycle de volume, je pense. Hmm. Moi, en vrai, c'est compliqué ce genre de situation parce que c'est comme si t'avais une blessure en fait, hein, mais c'est une petite blessure quoi. Moi, ça dépend de la durée de ton arrêt, mais là, j'aurais quand même tendance à te recommander de faire juste une semaine de reprise et en fonction de la semaine de reprise, tu vois ce que tu fais pour la suite. Si tu te sens plutôt en forme à la suite de la semaine de reprise, tu fais plutôt bah, du coup un cycle de force comme tu avais prévu. Euh, et après, il y a certains mouvements normalement que tu peux faire qui sollicitent pas trop le dos, par exemple, je sais pas, les doigts. Même si tu les fais Hmm. en suspension ou quoi, normalement tu sollicites pas trop le dos, voire même ça décompresse les lombaires. Enfin, après, Ouais. lesté c'est différent, si t'as pas une bonne ceinture ou quoi. Mais tu peux le faire à un bras pied au sol aussi, ça peut marcher.
Ouais. Donc ouais, vraiment voir une semaine de reprise dans tous les cas au format volume. Et après, tu vois, bah, si tu te sens plutôt en forme, tu fais ton cycle de force. Si tu te sens pas trop bien en termes de sensation par rapport à ta dernière semaine de volume, tu refais un cycle de volume. Mais après, ça c'est un peu, je trouve, le piège quand tu veux trop cycler ton entraînement et que justement tu as des aléas qui arrivent par-ci par-là. Des fois ça va être une blessure, des fois ça va être la vie perso ou quoi. Mm. Bah en fait, tu te retrouves à faire tout le temps volume, arrêt, reprise, volume, arrêt, reprise. Et en fait, tu fais jamais un vrai cycle de progression. Et du coup, dans Ok. ce cas-là, moi j'ai tendance à déconseiller les cycles de manière vraiment classique et de faire plutôt un peu toutes les intensités dans la même semaine. Tu vois, un jour où tu vas faire du volume, un jour où tu vas faire de la force, un jour où tu vas faire de la résie par exemple. Et tu progresses très régulièrement, de très peu sur chaque séance, mais tu fais un peu tout en même temps et comme ça, tu es plutôt complet. Parce que sinon, tu vois, là, je dis un truc au hasard, hein, mais ça se trouve, dans ton cycle de volume, t'as pas fait du tout de puissance. Et du coup, en fait, bah là, ça fait, je dis un truc au hasard, hein, ça fait 3 mois que tu es en désentraînement sur la puissance et ça peut te limiter après dans ta grimpe. Alors que si tu fais un peu tout dans la même semaine, bah, t'entretiens les acquis, voire même tu progresses un petit peu sur certaines choses. Et souvent, Ok. ça t'équilibre un peu mieux ton niveau, mais ouais, vraiment à voir au cas par cas. Et Mais du coup, quand tu parles de semaine de reprise, c'est semaine de reprise en grimpe pure ou avec aussi du renfort sur ce que je peux faire du style les doigts? moi, je ferais copier-coller de ta semaine de volume. Tu vois, bah, tu m'as dit que tu as fait 3 semaines de volume, c'est ça? Alors, je voulais faire 3 semaines de volume et en fait, comme j'arrive pas à faire exactement comme tu dis dans le podcast avec 2 renforts par semaine et 3 séances en tout de grimpe, j'ai étiré sur 5 semaines. Ça veut dire que des fois, j'ai des semaines où j'ai que un truc, tu vois. J'arrive pas à faire Ok. vraiment. En gros, tu pars du principe que, du coup, si tu as 3 séances de grimpe fois 3 semaines, ça fait 9 séances, et du coup, tu étales ces Voilà. 9 séances sur plus de semaines. Ouais. Ok. Alors, ça, c'est logique dans l'approche, mais dans la réalité, je trouve que ça dépend vraiment de la fréquence. Comme tu dis, bah, en fait, si tu grimpes une fois par semaine, enfin, dans une semaine donnée, bah, en fait, c'est comme si tu étais en désentraînement, en fait, ou en pause. Donc, en fait, là, la logique de cycle, elle a plus trop de sens, parce que justement, le but du cycle, c'est d'accumuler un peu de volume, un peu de fatigue sur certains paramètres, on va dire, pour qu'après, tu Ouais. puisses construire sur cette base-là. Donc peut-être que dans ton cas, ou peut-être, bah justement, ça va être le but aussi de la visio, hein, que tu montres un peu bah, tes contraintes et comment tu peux t'entraîner au mieux par rapport à ça. Mais peut-être que dans ton cas, la logique des cycles, comme je l'ai décrit dans les podcasts ou comme je peux faire avec plein de coachés, c'est pas logique en fait et ça marche pas parce que du coup, bah, il arrive exactement ce scénario de bah, tu vas grimper qu'une fois dans la semaine, mais en une fois, par exemple, bah, si tu fais du volume, bah, t'as pas fait du tout de force, t'as pas fait du tout de puissance, t'as pas fait du tout d'explosivité, j'en sais rien, tu vois, je peux citer n'importe quelle autre Ouais. qualité. Et du coup, bah, tu régresses sur tout, sauf ce que tu es en train de travailler. Et encore, même une séance par semaine, t'es pas vraiment en train de progresser, tu es juste en train de maintenir un peu les acquis. Donc ouais, ça peut être très frustrant un peu d'être dans cette situation où justement tu sais pas trop quoi faire concrètement et tu as l'impression de tout le temps faire un cycle de volume en boucle. Euh, Ouais. mais du coup, bah, c'est vraiment toi qui as réservé l'appel. Donc en vrai, tu me dis hein, si tu avais noté des questions et tout. Là, c'était un peu la petite Ouais. intro, mais il y a déjà beaucoup de trucs à dire. Et je te conseillerais deux, trois trucs après pour tout ce qui est récup au Ça niveau du marche. judo. Mais dis-moi, dans un premier temps, en gros, pourquoi tu avais réservé la visio, si tu avais noté des questions, etc. Et je te Ouais, répondrai comme ça. j'ai noté plusieurs questions et en fait là, je me rends compte que tu as déjà commencé à répondre à certaines. Par exemple, euh, si je fais pas un modèle de cycle comme tu as décrit, un cycle volume, un cycle force, un cycle rési, j'avais pensé, sans l'avoir essayé, mais que dans une semaine, si j'arrive à me dégager 3 séances, ben faire une séance volume, une séance force, une séance rési. Et du coup, tu me disais que peut-être que c'est pas mal pour moi ça. Ouais. En fait, ça dépend vraiment de ton objectif et de ton niveau actuel. Mais en gros, cette programmation là où tu vas faire du volume, de la force, de la résie ou de la puissance ou peu importe, hein, où tu mélanges un peu les qualités dans la semaine, ça s'appelle le DUP, Daily Undulating Periodization. Donc en gros, tu varies ton intensité en fonction des jours. Et ça, c'est un format qui marche très bien soit quand tu es très débutant et que tu dois un peu apprendre tout, parce que du coup, bah, faut que tu apprennes à forcer, faut que tu apprennes à faire de la résie, enfin, sur le côté vraiment apprentissage, enfin, après, tu vas pas forcer dans des intensités force max quand tu es débutant, mais ça peut être intéressant, moi je trouve personnellement, pour un débutant, après ça dépend ce qu'on appelle débutant, de faire un peu toutes les intensités dans la semaine pour justement se dire, ah ok, la résie c'est ça, au moins je sais quoi faire si jamais un jour je veux entraîner ma résie, ok, le volume, bon bah j'ai compris la séance, ok, la séance de bloc max, j'ai compris, même si tu vas pas forcément forcer à 100% de ton max quand tu es débutant, parce que tu juste pas la capacité.
Mais donc ouais, le DUP ça marche très bien, je trouve, quand on est plutôt débutant et quand on est assez avancé. Et tu vois, là, avancé, ça peut aller vraiment jusqu'à très très loin. Enfin, il y a des grimpeurs que j'ai coachés entre 8A et 8B bloc, tu vois, si je prends des cotations, où justement on s'entraînait en DUP parce que bah, en fait ils ont déjà toutes les qualités qui sont un peu au max, comme s'ils avaient leurs statistiques de force, de rési, Ouais. de tout ça qui sont un peu au max. Et bah, en fait, si tu lui fais faire un cycle de force, il va trop se fatiguer en fait, et du coup sa performance en grimpe elle va baisser, mais il a même pas besoin d'entraîner sa force parce qu'en fait il a déjà trop de force. Enfin, on n'a jamais trop de force, mais il a déjà des statistiques de force qui lui permettent de se dire, ok, je vais aller dans tel bloc, tel projet, et j'ai des chances de le sortir, ma force va pas me limiter. Et du coup, bah, en fait, tu fais que de l'entretien, et là, du coup, bah, une séance par semaine sur un peu chaque qualité, ça marche très très bien. Et, euh, et ouais, même sur trois Et séances, ça sur peut très bien trois marcher. semaines comme ça, avec une semaine de deload après, toujours sur 3 semaines, une semaine. Alors, 3 semaines, une semaine, c'est vraiment une généralité. Ça dépend vraiment des Ouais. personnes, ça dépend vraiment de combien de séances tu fais dans la semaine. Tu vois, Si tu je me suis trop disais, fatigué au bout de 2 semaines, je peux prendre une semaine de bien sûr. deload, la troisième. Et des fois, je peux aller jusqu'à 5 semaines d'affilée d'entraînement et prendre la sixième semaine en deload. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et en fait, Bon c'est juste ressenti. une généralité dans le sens où, pour avoir testé un peu tous les formats, avec bah, même plein de coachés qu'on a eu au fil des années, en fait, quand on faisait par exemple 4 semaines on, une semaine off, bah, en fait, souvent la Ouais. quatrième semaine, elle était pas top. Que ce soit en termes de retour, de fatigue, d'habituation aux exercices, tu vois. Enfin, en gros, j'avais personne qui me disait, ouais, la quatrième semaine, j'ai eu un déclic, où c'était trop bien la quatrième semaine, c'était plutôt, ah bah non, là, je suis trop fatigué, je commence à avoir des petites douleurs sur certains exos, etc. Et en fait, souvent, c'était un peu trop de fatigue accumulée. Du coup, on a commencé à se dire, bon, peut-être que 3 semaines, une semaine, c'est pas mal. Et après, il y a même des cas où tu fais 2 semaines, même des cycles de 2 semaines. Tu vois, par exemple, un cycle de puissance, ça peut durer que 2 semaines, Ouais. parce que tu as vraiment besoin juste d'un petit boost à un instant T, parce que tu vas aller performer quelque part. Et t'es pas obligé de faire un cycle de 3 semaines. Mais en général, tu vois, pour la plupart des gens qui s'entraînent en salle, qui sont assez réguliers, qui n'ont pas d'objectif précis de compétition ou de date de trip ou quoi, bah souvent 3 semaines on, une semaine off, c'est un format qu'on recommande quasiment à tout le monde parce que ça marche avec, on va dire, 90% des gens. Mais faut surtout Ouais. pas hésiter à écouter tes sensas. Bah, on en reparlait aussi dans le podcast avec Jean Rivière, je sais pas si tu l'avais écouté celui-là. Oui. Ouais, ouais. Bah lui c'était pareil, tu vois, il disait bah voilà souvent la troisième semaine je suis hyper fatigué. Enfin lui c'était dans le cas où il testait les protocoles sur 4 semaines. Il disait voilà la quatrième semaine c'est kata. Est-ce que c'est ok si je fais 3 semaines, une petite pause et je finis la semaine 4 plus tard? Et souvent c'est une bonne option parce que du coup bah, si tu te laisses le temps de récupérer bah, tu vas être plus performant sur la semaine 4 ou sur la semaine 3 et tu peux même doubler les cycles. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant de te dire voilà si je sens que je suis fatigué cette semaine je fais plutôt du deload, voire même pas un deload sur toute la semaine au total, mais te dire ok bon bah lundi par exemple je suis hyper fatigué, je le sens, je vais quand même aller faire ma séance, mais s'il y avait une séance de volume par exemple, non je vais prendre l'inverse, s'il y avait une séance de bloc max qui était prévue, je vais plutôt aller faire ma séance de volume, tu vois t'échanges les jours dans la semaine. Ouais. Et du coup, bah là, le DUP, c'est vraiment bien pour ça, parce que le jour où tu es vraiment en forme, tu vas faire ta séance plutôt force. Le jour où tu te sens un peu plus faible en termes d'énergie, tu vas faire ta séance de volume. Et un jour où tu te sens normal, on va dire, bah, tu vas faire ta séance de puissance, parce que t'as pas besoin d'être hyper... Faut pas être fatigué quand tu fais de la puissance, mais t'as pas besoin d'être au top de ta forme, un peu comme du bloc max, où là, si t'es vraiment pas reposé, t'as mal dormi ou quoi, tu peux vraiment te blesser. Sur la puissance, t'as pas trop de risque de blessure, tu vois, je sais pas faire des tractions au poids de corps explosives. Il y a personne qui se blesse sur des tractions explosives au poids de corps, tu vois. Alors que se blesser sur une traction lestée, c'est beaucoup plus courant. Donc, enfin voilà, après là je prends des exemples de prépa Ok. physique, mais ça peut être sur la grimpe aussi, hein. Si tu fais de la puissance, je sais pas, ça peut être du no-foot sur des bacs. Il n'y a pas grand monde qui se blesse sur du no-foot sur des bacs, alors que, je sais pas, serrer des petites règles dans un pan à 40 degrés, là il y a plus de risque de blessure par rapport à la fatigue et Ouais. tout. Donc, ouais, tu me dis si ça répond à la question ou si tu veux plus Ouais, de carrément. précision. Carrément. Après, j'avais une autre question. C'était dans la logique des cycles volume, cycle force, cycle rési. Quand tu as, par exemple, trois séances par semaine et que tu es en cycle volume, j'avais cru comprendre c'est 2 séances volume, une séance force. Quand tu es en cycle force, c'est 2 séances force dans la semaine, une séance volume. Par contre, j'aimerais ton avis. Quand tu es en cycle rési, c'est 2 séances rési dans la semaine, mais la séance d'après qui reste, c'est une séance quoi, force ou volume? Ouais, ça c'est une bonne question. Pour la plupart des gens, 90% des gens, volume. Parce que c'est trop intense la rési, t'as pas le temps de récupérer, t'auras pas ton niveau Ouais. de force max. Et en fonction de ce que tu fais dans tes séances de rési, à voir en fonction du planning et du format, en fait, tu peux carrément commencer tes séances de rési par un peu de force. Je dis un truc un peu au hasard, tu fais 30 minutes de spray wall en échauffement dans ta séance, mais tu montes en intensité progressivement. Je dis des cotations au hasard, tu vas faire un 7A, un 7B, un 7C.
Et dès que tu as fait ton 7C, tu te dis, ok, là en fait, je suis proche de mon niveau max, j'ai un truc au hasard, mon niveau max c'est 8A. Bon, 7C, 8A, c'est très proche en termes de niveau et de recrutement. Euh, Enfin, je fais des énormes raccourcis là pour pas me perdre dans des trucs trop compliqués. Mais tu as quand même un peu monté en gamme à l'échauffement. Tu vas conserver ton niveau de force parce qu'en plus, après, tu vas solliciter la filière Rési où en gros, tu forces à 80% de ton max et tu vas forcer sur des temps qui sont vraiment très très longs. Donc, c'est un peu comme si tu faisais de la musculation avec des séries. En fait, tu fais des séries courtes pour t'échauffer et après, tu fais des séries de 12 à 15 répétitions pendant toute ta séance avec genre 70-80% de ton max si je schématise. Donc en fait, tu as tellement besoin de récupérer ces séances-là que la troisième séance, souvent, ça va être une séance de volume. Et même si c'est une séance de grimpe libre, comme je pourrais conseiller à plein de coachés, je vais leur dire, tu fais vraiment en fonction de la forme du jour. Exactement ce que je te disais avant avec le DUP. Si tu sens que tu es fatigué de ta séance de rési, ta séance libre, ça va plutôt être du volume, voire même tu es libre de pas grimper. Ça, souvent, je le dis aussi dans la grimpe libre. Si tu sens que tu es vraiment très fatigué et que la séance va pas être productive du tout, en fait, des fois, mieux vaut ne pas y aller, prendre un jour de repos en plus, quitte à décaler la séance d'un jour si c'est possible. Et si c'est pas Ouais. possible de décaler, vraiment y aller, mais en se disant, ok, je fais vraiment du très facile. euh, un peu comme si tu faisais une séance je vais schématiser pareil avec des cotations, escalade des escalades sur des enrouleurs pendant 45 minutes, 1 heure, pas plus, et je sais pas, entre 5A et 5C, tu vois, pour enfin, la plupart des gens qui seraient genre dans le 7A, 7B, tu vois, donc quasiment 2 chiffres en dessous de ton max en termes de Ouais. cotation. Et ouais, ça franchement, dans un cycle de rési, je trouve le plus gros piège, c'est que en fait, souvent on augmente trop vite l'intensité et le volume en même temps. Et souvent, quand tu Ouais. sors d'un cycle de force, si tu fais le schéma volume force rési, en fait, ton volume est assez bas quand tu sors de ton cycle de force et ton intensité est très très haute. Et tu vas conserver une intensité qui est proche, mais ton volume il va augmenter en flèche. Et souvent, les gens se blessent justement sur le cycle de rési parce que en fait, il n'y a pas eu de transition entre la force et la rési. Et dès la semaine, je sais pas, imagine, tu es en force en semaine 6, ils font pas le deload, donc il n'y a pas de deload en semaine 7, ils passent direct en rési en semaine 7. Mais en fait, tu as la fatigue accumulée du cycle de force. Tu augmentes trop vite ton volume dans la semaine du coup de rési, donc qui serait la semaine 7 là dans l'exemple. Et Ouais. ouais, souvent tu te blesses, alors pas des blessures graves, hein, ça va être des petites inflammations, ce genre de truc. Mais voilà, une inflammation à la poulie, ça peut durer 3 mois, 4 mois, et en fait ça te ruine un peu la saison derrière. Donc ouais, le deload est vraiment hyper important, et pareil, pas augmenter trop vite son volume. Je dis un truc au hasard, imagine tu vas faire des circuits euh, sur le Ouais. pan. Bah en fait au début tu te dis bon bah en fait je fais 4 circuits de 12 mouvements avec 15 minutes de repos. Bah c'est ma première séance de rési, ça suffit. J'ai pas besoin de faire 10 circuits et de sortir KO. Par contre la deuxième séance, bon bah si 4 c'est très bien passé, je vais peut-être passer à 5 et 6 et 7 etc. Et en fait à la fin de ton cycle, je dis un truc au hasard, tu te retrouves à faire 7 ou 8 boucles de 15 moves avec 8 minutes de repos. Et là tu as une séance de rési qui est hyper productive et tu as augmenté ton volume progressivement, quitte à après doubler ce cycle de rési si t'es vraiment falaisiste et que ça t'as besoin de progresser en rési. Donc ça c'est vraiment hyper important de l'avoir en tête, que tu peux aussi progresser au fil du cycle et pas te dire ok c'est un cycle de force max donc dès la première séance je vais forcer à fond. Ça aussi c'est une Mhm. erreur que je vois souvent même dans les protocoles type genre Lattice ou quoi que ce soit où ils te disent voilà protocole max Engs, hop tu mets 90%, tu fais 5 séries de 5 secondes. Dès la première séance pour moi c'est une erreur parce qu'en fait t'as plus de marge de progression et tu vas juste te cramer en boucle sur du 90%. Alors que si tu fais, Ok. je un chiffre au hasard, 75%, 80%, 85%, 90%, bah la semaine 4, tu arrives au 90% et tu as construit toute cette base avant. Mhm. Et en fait, tu as beaucoup moins de risques de blessure aussi, tu as moins de fatigue accumulée. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Ok. Après, je m'étais noté, moi, quand je grimpe, j'ai l'impression que 100% de mes préhensions, c'est du semi-arqué. Et quand c'est vraiment dur, je mets le pouce, je verrouille. Et du coup, ma question, c'est pourquoi, d'après toi, c'est important de travailler les doigts en tendu si 100% de nos préhensions, c'est du semi-arqué, par exemple? Est-ce que c'est important de quand même prendre le temps de travailler le tendu tu sais, quand on soulève du sol ou quand on fait sur poutre? Voilà. Là, je vais te répondre à toi personnellement. Je ne vais pas faire de généralité. Tu grimpes en moyenne combien de fois dans une semaine type? Là, vraiment, sur les dernières semaines où tu n'avais pas de problème de dos ou quoi que ce soit, tu vois. C'est 2 sur et 3 quand Ça c'est dépend. bien. Ok, ouais, on va dire Voilà. 2 virgule quelque chose. Sur ces 2 séances, tu grimpes combien de temps en moyenne environ? Alors moi, je fais de la diff. J'ai au mieux, c'est 2 séances de diff. C'est des séances de 3 heures, mais sur ces 3 heures, j'ai 3 voies d'échauffe, genre 6A, 6B, 6C, et 3 voies dures dans le 7B, 7C, quoi. Ok, 7B7 C x 3. Donc en fait, si je schématise, hein, là ton volume,
c'est 6 voies d'échauffement, donc si je cumule sur 2 séances, et 6 voies dures. Donc en fait, après ça dépend le nombre de runs que tu mets par voie, mais en gros, tu as une douzaine de voies en termes de volume dans ta semaine. C'est vraiment très peu. Mhm. Tu vois, en termes de volume pur d'entraînement, c'est hyper peu parce que tu vois, sur une séance de volume classique, là, comme je disais dans le podcast sur la séance de volume, des fois je peux conseiller de faire des séances où tu fais comme 40 longueurs en fait dans une séance. Ouais, Après, bien sûr, tu vas baisser les cotations, hein, ce serait l'équivalent de faire des voies de chauffe pendant 40 longueurs, mais tu vois, 12 longueurs, c'est pas énorme en soi. Donc en fait, je pense que dans ton cas précis à toi, vu ton volume d'entraînement qui est assez faible en termes de volume, et là je parle même pas de l'intensité parce que c'est vraiment le volume qui est important dans la variété de préhension, en fait tu vas avoir très peu de risques de blessure. Tops. Enfin, on finit la phrase là parce que euh, tu forces pas en bloc sur des mouvements max, tu fais quasiment que de la voix, même si tu vas dans des intensités élevées, hein, subjectivement en termes de voix, ce sera jamais 100% de ta force max sur un move où vraiment, je sais pas, t'es en arc et pouce et ton pied il zip et tu te prends 150% de poids de corps en excentrique. ouais. Et du coup, dans ton cas aussi où tu me dis que c'est compliqué de faire du renfort à côté en termes de temps et tout, là j'ai envie de te dire, en fait, ne travaille pas ce dont t'as pas besoin. T'as pas le temps. T'as pas le temps de le faire. Si tu commences à te dire, ah, faut absolument que je sois équilibré, entendu, etc., etc., en vrai, t'as pas le temps. Faut voir la réalité. T'as peu de volume d'entraînement. Donc t'as peu de risque de blessure intrinsèquement. T'as pas le temps de faire du renfort à côté. Je schématise, hein, je fais des raccourcis. Donc dans ton cas Mm. précis à toi, je pense que si t'es solide en semi-arqué, si t'es solide en arqué, que tu sens pas de faiblesse particulière sur ces patterns de mouvement-là, t'as pas trop d'intérêt à être fort entendu, à part si vraiment, voilà, dans tes voies, il y a des bidois, il y a des monos, etc. Enfin, tu commences à les grimper à Margalef du jour au lendemain, là, ça va poser problème. Mais si t'es en salle, dans un environnement, on va dire, contrôlé, que t'es tout le temps un peu dans le même environnement, que à ta falaise, il n'y a pas trop de trous, que tu grimpes pas à Buux ou à Margalef, quoi, bah, en fait, tu vas pas avoir de problème entendu. Et c'est juste que, en général, on conseille d'avoir un équilibre entre tendu, semi-arqué, etc. Surtout par rapport à la variété de préhension et en fait économiser un peu tes ressources. C'est-à-dire que sur une voie qui fait 40 mouvements en 7B par exemple dans ton exemple, en fait si tu fais 20 mouvements en 3 d'attendu et 20 mouvements en semi-arqué, tu vas dober Ouais. 1,5 fois moins vite si vraiment je schématise parce que c'est pas les mêmes muscles qui sont engagés sur le 3 d'attendu et sur le semi-arqué en termes de fléchisseur profond et superficiel. Donc en fait, c'est un peu comme si tu avais une voiture hybride avec bah, du coup le moteur essence et le moteur électrique. Et en gros, ton semi-arqué c'était ton moteur électrique et ton 3 d'attendu c'était ton moteur essence. Euh, et du coup, tu vois un peu l'analogie là où je veux en venir, c'est qu'en fait, Ouais. bah, si tu varies les préhensions, tu utilises un peu les deux moteurs et du coup, bah, tu te fatigues moins au global. Ça, c'est un truc que tu peux tester même dans les voies d'échauffement ou quoi. Tu te dis, ok, bon, bah, la moitié de la voie je la grimpe en tendu et l'autre moitié je la grimpe en semi-arqué. Et tu vas dire, ah ouais, mais en fait, je suis moins daubé que si j'avais grimpé que en semi-arqué. Après, voilà, il y a des préhensions où tu es obligé de tenir une certaine prise d'une certaine manière, sinon tu vas juste pas pouvoir forcer dessus. Je pense notamment à l'arc et pouce où tu dois vraiment passer au-dessus de la prise pour vraiment mettre un levier au-dessus et tout. Mais en général, surtout sur des voies en salle, c'est rare que tu aies vraiment besoin d'utiliser une certaine préhension sur une réglette par exemple, parce que en fait, bah, si tu es à l'aise en 3 d'attendu, la réglette elle est assez franche, donc en fait tu vas pouvoir tracter dessus en 3 d'attendu voilà, ou en arc et pouce. Et par contre, ouais, voilà, si c'est vraiment des bidois, des monos, ce genre de trucs, ce serait vraiment l'exception. Mais dans ton cas précis à toi, je pense que ça vaut pas le coup de se prendre la tête à se dire faut que je sois équilibré en 3 tendu, en semi-arqué, etc. Tant que Ouais. tu te sens Par solide en contre, semi-arqué et en arqué, ça suffit largement, en gros, pour faire très Par simple. contre, ça m'intéresse ce que tu dis par rapport à l'analogie avec les deux moteurs. Moi qui fais de la voix, je me dis que ça peut être intéressant si je suis capable de varier les styles de préhension pour pouvoir durer plus longtemps parce que j'ai l'impression que moi, la résiste, c'est pas mon fort. Et donc, si je suis capable de commencer la voix avec une préhension qui me permet de basculer ensuite sur l'autre préhension et d'aller plus loin, ben, quelque part, je suis gagnant. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. C'est quoi le plus énergivore? Si je devais commencer la voie avec une préhension, il faudrait que je commence d'abord sur du tendu et après passer en semi-arqué ou l'inverse? Ouais, en fait, moi je vais prendre l'exemple des enfants. Parce que les enfants qui grimpent, c'est vraiment le schéma type de endurance infinie et peu de puissance, si je schématise hein, vraiment. Et les enfants, ils grimpent comment? Ils grimpent en tendu. Ils prennent tout en Ah tendu, ouais, ils ont pas de force. Si tu regardes les enfants grimper, vraiment, quand je dis enfants, c'est on va dire entre 6 et 10 ans grand max, hein, vraiment les très ouais, je très jeunes. vois. Ouais. Bah, en fait, quand ils grimpent, ils sont tout le temps entendus que sur les structures passives, aussi parce qu'il y a des leviers anatomiques, hein. Pour eux, les prises, c'est des bacs, hein. S'ils se mettent entendus sur une arquée de 20 mm, pour toi, 20 mm, c'est pas un bac. Pour eux, 20 mm, c'est un bac. Limite, ils ont deux phalanges sur la prise. Donc, il y a plein de raisons qui vont faire qu'ils ont plus de facilité à grimper en tendu. Mais en fait, le tendu, c'est vraiment l'appréhension où, en théorie, c'est moins énergivore parce que tu as beaucoup plus de friction. Et des fois, je sais pas si tu as déjà entendu cette expression, mais tu vas prendre des bacs en gratte-peau pour vraiment te reposer dans les bacs, justement, et pas justement activer tes fléchisseurs et dober pendant que tu es en train de te reposer sur le bac.
Donc, Ouais, d'un point de vue théorique pur, le tendu, c'est l'appréhension la plus économique en termes de d'accord. dépenses énergétiques. Par contre, ça c'est vraiment de la théorie parce que en fait ça dépend ce à quoi tu es habitué et ça dépend aussi du style de voix, de si certaines prises tu dois les arquer, les semi-arquer ou quoi. Et en général, ce qu'on recommande, c'est quand même le semi-arqué dans les sections qui vont être compliquées, où tu as besoin d'un peu plus de ce qu'on pourrait appeler l'endurance de force, tu vois, ou le power endurance, tu vois, comme ils disent en anglais, où tu sais, vraiment, tu as une section de rési et tu as vraiment besoin d'accélérer, tu vois, dans un crux là qui fait 8-10 mouvements, et souvent ces prises-là, tu vas les prendre en semi-arqué, parce que justement, tu as un peu plus d'énergie en théorie, en mode capacité anaérobie, en semi-arqué qu'en tendu. Alors là, c'est tellement des raccourcis, faudrait Oui, oui, l'adapter à oui. chaque personne. Mais la plupart Mais je du temps, vois ce serait l'idée, ça. ouais. En fait, dis-toi que si tu veux grimper économique, en théorie, en pure théorie, tu grimpes tout le temps en tendu. Mais en fait, il y a certaines prises et certains rythmes aussi d'escalade où en fait, si tu vas un peu plus vite, bah, tu vas dépenser moins d'énergie que si tu passes 30 secondes en tendu. Du coup, bah, ça vaut le coup de dépenser un peu plus d'énergie sur chaque move en semi-arqué si au final tu passes deux fois moins de temps dans la section parce que du coup, tu es allé plus vite. Donc, il y a toutes ces considérations à prendre en compte. Mais c'est pour ça aussi qu'en général, on conseille d'être polyvalent entre tendu, semi-arqué et tout. C'est pas que pour le risque de blessure, c'est aussi pour la performance parce que, bah, en fait, si tu sais que ton crux il est en arqué, par exemple, sur des prises de 10 mm, bah, toute l'énergie que tu économises en amont où tu vas pas arquer justement dans ta voie, bah, c'est des cartouches que tu te laisses en fait pour faire performance sur l'appréhension arquée dans ton crux, dans ta voie. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qui est peu utilisée en général par les grimpeurs de se dire, ok, bon, bah, dans mon crux, là où vraiment j'ai 90% de chances de tomber, toutes les prises c'est du semi-arqué sur 15 mm, j'en sais rien. Bon bah, toutes les prises qui font 15 mm ou moins là dans la voie, faut absolument pas que je les prenne en semi-arqué ou en arqué parce que sinon bah, je vais hyper me fatiguer sur ce pattern et quand je vais arriver dans le crux, j'aurai plus d'énergie sur ce pattern là. Et ça, je pense que Après, tu peux le tester en situation. Tu testes, tu m'as dit là 3 fois 7B, 7C, tu fais un 7B, tu te dis ok, bon bah dès que je peux grimper en tendu, je grimpe en tendu. S'il y a un bac de repos, bah je me repose vraiment bien. Et après, bah ma section dure, genre le crux, j'essaye de le faire en semi-arqué ou en arqué comme tu as l'habitude. Et tu vas voir que ça va peut-être passer beaucoup mieux que si tu grimpes tout en semi-arqué ou en arqué. Donc je sais pas si ça répond à la question ou si tu as besoin de plus de précision ou... non, c'est nickel. Je prends des notes du coup en même temps. Ouais. Euh, mais moi, j'avais la croyance que dès que le tendu, c'était bien quand c'est plutôt dalle verticale, mais que dès que c'est du gros dévers, on peut plus tenir en tendu parce que ça, on fuit et que du coup, il faut verrouiller. Mais est-ce que on peut quand même faire du tendu dans des quand même des gros toits? Bah en général, hein, pareil, je fais des généralités. Dans les toits en falaise, là je parle vraiment, en dessous de la cotation 8A, enfin ou vers le 8A, c'est que des bacs, les prises. Vraiment, littéralement. Il y a pas de prise genre de 15 mm à arquer dans des toits, enfin, c'est juste, ça n'existe pas, tu vois. Ou alors c'est vraiment que les cotations, elles sont complètement tirées du chapeau ou quoi. Mais en gros, pour Mm. faire très simple, si tu grimpes vraiment dans du toit, donc vraiment du gros dévers, hein, 40, enfin non mais encore 45, c'est pas du toit, on va dire entre 50 et 70 degrés, j'en sais rien. Bah, là, normalement, les prises, c'est quasiment que des bacs si t'es dans des cotations de voix qui vont jusqu'au 8A, pour faire très simple. Et en fait, la Ouais, plupart des prises, elles sont prenables en tendu, parce que bah, du coup, c'est des bacs. Donc, comme je te disais, il y a le fameux gratte-peau, où en fait, même des fois, ouais. tu vas trouver des coincements, où si tu tournes un peu tes doigts d'une certaine manière, tu vas avoir vraiment une butée articulaire ou quoi. Et après, là, le problème, ça revient aussi à avoir les tendons et les ligaments qui sont solides, parce que bah, en fait, si tu fais un coincement et que tu tractes un peu tout ton poids de corps dessus, bah, si tu as les lombricaux qui sont faibles, bah, en fait, tu te cisailles et tu vas te faire mal aux lombricaux. Donc là, tu amènes des autres facteurs limitants. Mais non, non, franchement, en théorie, hein, c'est toujours pareil. Bah, en fait, si tu peux prendre une prise entendue vraiment en gras de peau et économiser de l'énergie à pas la semi-arquer, en théorie, c'est plus efficient. Après, voilà, ça reste de la théorie parce que si au final, tu es obligé de te mettre dans une certaine position pour que tu puisses tenir sur la prise et que te mettre dans cette position, ça t'a pris 5 secondes, alors que si tu étais en semi-arqué et que tu avais juste tracté pendant une seconde, tu serais passé au mouvement suivant et tu aurais passé ce mouvement dur. Est-ce que c'est vraiment mieux de le Ouais. prendre entendu, tu vois? Enfin là, il faut vraiment avoir une sorte d'analyse technique de se dire, ok, en fait, peut-être que là, si je m'économise vraiment en semi-arqué, ça vaut le coup parce que je suis vraiment fatigué après. Mais est-ce que si je dépensais pas un tout petit peu plus d'énergie là, en fait, j'arriverais au repos un peu moins pété et je me reposerais mieux au repos? C'est hyper compliqué à dire juste sur une question comme ça, mais en théorie, vraiment jusqu'au 8 à voix dans les toits, là je parle, il y a que des bacs quasiment en termes de préhension. Donc faut pas que tu te dises. En fait, tu dois même pas réfléchir à la préhension que tu utilises. Tu devrais en théorie juste le sentir que tu es en train de dépenser juste la quantité d'énergie nécessaire pour tenir la prise. Et souvent on dit ça, hein, on dit voilà, j'ai surserré parce que j'avais peur de tomber. Tu vois, on le sent quand on sous-serre ou quand on surserre. Et du coup, il faut que tu aies cette sensation de tout le temps sous-serrer toutes les prises. Et en général, bah, c'est entendu que tu sous-serres le plus, mais que ça tient quand même.
Et ouais, c'est beaucoup plus dur de sous-serrer en semi-arqué parce que souvent, bah, tu as tendance à tracter un peu plus fort, même biomécaniquement. Tu as envie de fermer le bras, d'être en rotation interne sur la prise, alors qu'en tendu, tu es beaucoup plus passif et beaucoup plus éloigné. Donc, ouais, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend vraiment, mais du coup, ouais, pareil, tu me dis hein, si ça répond à la question ou si tu as besoin Ouais, de ouais, plus de carrément. précision. Et pour terminer avec ça, je m'étais noté la question quand on travaille sur la force à doigt avec du lest et qu'on vient de finir de s'échauffer, qu'on commence à mettre du lest important, c'est mieux de commencer à travailler sur le tendu et ensuite de passer au semi-arqué ou de faire d'abord le semi-arqué et après passer au tendu. Euh, pour faire très simple, dans la réponse, ça dépend juste de ton point faible et de ton objectif. Si tu vois, là, Moi, je je prends ton suis cas plus personnel où faible je suis moins fort en tendu. C'est plus dur pour moi de soulever du tendu au sol ou en poutre. tendu en premier, tout simplement. Tu mets ton point faible en premier dans la séance, peu importe la séance en elle-même. Tu vois, là, si je reprends juste une séance de voix, si tu me dis je suis plus faible en toit qu'en dalle, bah, tu vas mettre le toit en premier dans ta séance et la dalle en dernier, tu vois, en termes d'ordre des voix. Donc c'est la même Ok. chose pour la préparation physique. C'est vraiment, si tu as un point faible donné, bah, mets-le en premier dans ta séance. Et en fait, des fois, tu peux même te poser la question de est-ce que ça vaut le coup pour moi personnellement, donc pour toi personnellement là, de travailler en Ouais. semi-arqué alors que je suis déjà fort en semi-arqué. C'est une question qu'il faut se poser en vrai, parce que des fois c'est de la fatigue accumulée pour rien, et des fois juste progresser en tendu va te débloquer un certain niveau de force sur certaines préhensions, et la fatigue que tu as économisée en travaillant pas ton semi-arqué, tu vas mieux la transférer dans ta grimpe. Donc il y a ça aussi, des fois on peut s'enfermer un peu dans un schéma, c'est un peu comme on disait, voilà, cycle de volume, cycle de force, cycle de rési, mais en fait si c'est pas adapté à tes points faibles, à tes objectifs, à tes contraintes, bah en fait des fois tu t'enfermes dans un schéma qui est pas du tout adapté à toi, et du coup voilà, ça revient après la personnalisation de l'entraînement, mais ça du coup c'était pas trop la question. Mais tu me dis hein, pareil si ça Ouais. répond à la question. Ouais, ouais, nickel. Après, comme du coup, j'ai testé tout le cycle volume que tu avais présenté dans le podcast où tu avais fait l'étude de cas de Bastien. Ok. Tu te rappelles, c'était trop bien parce que, en fait, ce qui était incroyable, et j'ai eu trop de chance sur le coup, c'est que quand tu as donné toutes les métriques de Bastien sur son test physique, eh ben, c'est toutes les miennes. Ok. Ouais, tu t'es Enfin, vraiment tu vois, vraiment. identifié au profil. Ouais, je me suis vachement. En fait, c'était comme si tu avais fait le podcast sur moi. C'était trop drôle. Toutes les métriques étaient comme moi, et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de voir si c'est bénéfique sur moi. Et alors, rien à voir, mais du coup, dans le renfort volume, tu proposes de faire le finger curl, 3 flexions de 3 secondes. Et ça, c'est un exercice que je connaissais pas. Du coup, ma question, est-ce que c'est on fléchit les doigts et on fait un blocage de 3 secondes quand on arrive en semi-arqué, ou est-ce que le temps de fléchir doit durer 3 secondes? J'ai plus l'exemple en tête précis de l'étude de cas de Bastien, de ce que j'avais mis, mais il me semble que j'avais mis 3 répétitions de 5 secondes. En général, je mets pas 3 secondes, c'est trop court, peut-être 5 secondes. Ok. Et en fait, tu comptes la montée en force dans ces 5 secondes. C'est-à-dire que là, si je te dis, voilà, Ah, voilà. tu fais 3 répétitions de finger curl pendant 5 secondes, en fait, je vais te dire vraiment dans la consigne, ok, en fait, tu montes progressivement en force sur, je vais dire 2 secondes, tu vois, pour faire très simple. Donc, en fait, tu comptes ces 2 secondes et quand tu arrives à ton plateau de Ok. force, imaginons tu arrives à forcer à 30 kilos, bah, en fait, tu maintiens ces 30 kilos pendant le reste des 5 secondes. Donc, en fait, c'est comme si tu mettais un minuteur, tu vois, 5 secondes on, 10 secondes off. Et dans les 5 secondes, tu as la montée en force qui est comprise et tu maintiens ce plateau jusqu'à la fin des 5 secondes. Et à la fin des 5 secondes, tu relâches. Et, euh, et ça, du coup, c'est hyper important de le comprendre aussi parce que en fonction de la vitesse à laquelle tu vas monter en force, tu peux pas recruter Ouais. autant d'unités motrices. Et donc, pour faire très simple, si je te dis tu traques le plus rapidement possible, enfin, tu fermes les doigts le plus rapidement possible là sur le finger curl, je dis un chiffre au hasard, tu vas plafonner à 25 kilos. Alors que ton max, si tu avais fléchi vraiment lentement, ça aurait été 30 kilos. Et ça, c'est vraiment la différence entre bah, les vitesses de contraction et ta capacité à recruter. Et en fait, quand tu fais de la prépa physique, là, dans cet exemple précis, tu as envie de recruter le plus de fibres possible. Et en fait, il faut monter en force le plus progressivement possible. Et voire même après, tu peux faire des petites techniques où, tu vois, là par exemple, dans le cas du finger curl où tu pourrais forcer avec les jambes, tu pourrais dire, ok, bah en fait, je vais forcer le plus possible en actif pour atteindre les 30 kilos. Je maintiens pendant 5 secondes et à la fin, je vais forcer vraiment avec les jambes et avec les bras, tu vois, pour soulever vraiment comme si je voulais soulever la charge pendant 3 secondes par Ouais. exemple. Et là, du coup, tu as Ouais. différents niveaux de recrutement et en fait, tu passes plus sur du passif à la fin avec les structures ligamentaires, tendineuses, etc. Enfin, ce serait pas un exemple forcément appliqué à toi personnellement, mais ça montre qu'il y a vraiment de la nuance dans pourquoi on conseille de faire telle ou telle chose.
et l'intention qu'il faut avoir derrière, parce que si là tu te dis, ok, je veux juste fermer les doigts le plus vite possible pour atteindre mon pic de force, bah, en fait, tu es plus sur du RFD, et du coup, ton RFD, bah, il limite ta contraction volontaire maximale. Donc en fait, si je prends un exemple, pour la plupart des gens, ça va être vers 90% de ta force max. Tu peux pas recruter souvent plus que 90% de ta force max si tu forces rapidement sur une prise. Mais du coup, bah, en fait, si ton 90% ne te permet pas de tenir la prise, et là, du coup, on revient au fameux ratio, etc., etc., bah, en Mm. fait, juste, tu peux pas appliquer ta force max sur la prise. Et de toute façon, en Ouais. escalade, t'as jamais l'occasion d'appliquer 100% de ta force max sur une prise pendant 5 secondes. Enfin, ça n'a pas trop de sens de se dire, ok, on fait un parallèle précis comme ça. C'est plus pour comparer les grimpeurs entre eux qu'on fait ce genre de test et de se dire, ok, tel grimpeur, il est dans tel niveau avec cette force doigt-là. Bah, c'est qu'en théorie, t'as pas besoin de plus de force pour faire ce move-là. Sauf que ça, en vrai, ça oublie complètement les différences anatomiques, les différences d'allonge, les différences de levier. Un grimpeur qui a des bons leviers au niveau des doigts, en termes de longueur tendineuse, osseuse, etc., il peut avoir beaucoup moins de force, enfin beaucoup plus de force pardon que quelqu'un qui a des mauvais leviers, mais en fait sur certaines préhensions il va être désavantagé parce que ses doigts ils sont plus gros donc il va mettre que deux doigts là où l'autre pourrait mettre trois doigts. Enfin ça rentre tellement dans des Mm. comparaisons qui n'ont pas de sens. En fait, c'est pour ça, moi aussi, Ouais. que j'aime bien les tests physiques et le garder en tête, que c'est pas parce que tu as 1,4 de ratio que tu vas faire 7A et pas 7B, tu vois. Mais par contre, Oui, ce oui. qui est sûr, c'est que la plupart des grimpeurs de 7A ont 1,4 de métrique, et ça, c'est pas un hasard. C'est vraiment comme si on mettait des allures sur les. Enfin, des cotations sur les allures de course. Ok, bon, bah, les gens qui courent à 4 minutes du kilomètre, bah, ils ont quasiment tous, je dis un chiffre au hasard, là, j'ai pas la référence exacte, ils ont quasiment tous 18 de VMA. Et du coup, tu te dis, bon, bah, en fait, ça se trouve, je vais pouvoir courir à 4 minutes du kilomètre avec 15 de VMA, mais je vais peut-être courir 3 km. Et après, je suis KO. Alors que ceux qui ont bah, 18, ils vont peut-être courir 10 km à cette allure-là. Et du coup, Mm. il y a ça aussi en escalade où en fait, des fois, on va comparer deux individus avec la même force max. Et on dit, ouais, mais regarde, lui, il a moins de force, mais il arrive quand même à forcer dans tel ou tel niveau. Ouais, mais est-ce qu'il a une rési similaire? Est-ce qu'il a une endurance de force similaire? Est-ce qu'ils ont la même puissance? Est-ce qu'ils ont la même allonge? Enfin, tu peux pas juste comparer sur une métrique. Donc c'est Ouais. pour ça qu'on fait vraiment des batteries de tests et que c'est vraiment aussi adapté aux objectifs. Et, euh, et là, pour le coup, Ok. Bastien, si je reprends l'exemple, c'était vraiment un grimpeur polyvalent, moitié bloc, moitié voie, avec des objectifs vraiment précis à certains moments. Donc, du coup, c'était vraiment très polarisé son entraînement, où des fois on se disait, ok, là on est en mode bloc, là on est en mode diff, Ouais. et des fois il y avait des phases de transition entre les deux, où on faisait les deux justement pour garder un bon niveau dans les deux. Mais ouais, c'est compliqué, tu vois, même un profil où tu peux t'identifier en termes de métrique, bah t'as pas le même C'est emploi pas du temps, t'as exactement. pas les mêmes contraintes, Oui. etc., etc. Et du coup, c'est Ouais, un ouais, peu bien sûr. problématique. Mais ouais, trop cool que tu me fasses le retour par rapport à ça. Et pareil, tu me dis hein, si ça répond à la question. Ouais, ouais, carrément. Et toujours dans le volume force à bras, tu avais proposé du coup à un moment quatre séries de blocage et tu avais parlé de blocage à 90 degrés et à 120 degrés. Du coup, je ne savais pas dans quel ordre les faire. Moi, j'ai fait d'abord les deux premiers blocages à 90 et ensuite je termine avec les blocages à 120. C'était des blocages avec 25 kilos de lest. Mais du coup, je me suis demandé, peu importe de commencer à 120 degrés ou à 90 degrés, ou est-ce qu'on fait 90 puis 120 puis re-90 puis 120 ou deux fois 120 puis deux 90. Enfin, je ne sais pas si ça, il y a un intérêt ou pas. C'est un peu la même logique que le 3 d'attendu semi-arqué, juste avant ta question de Non, lequel je fais faible en premier dans d'abord. ma séance. En général, tu veux faire celui où tu es plus faible en premier. Donc, en général, Ouais, hein, pour la plupart des gens, ils sont plus faibles à 120 qu'à 90. Ça, c'est pareil, c'est une ouais. généralité, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. C'est mon cas aussi. Et donc, du coup, voilà, si tu es plus faible à 120, tu commences par le 120 parce que c'est ton angle faible, mais tu négliges pas le 90, donc tu fais le 90 juste après. Et après, en fait, tu peux aussi te poser la question de pourquoi tu es en train de faire un blocage à 90 ou à 120. Est-ce que le but, c'est de recruter le plus possible les biceps? Parce qu'en gros, je sais pas si tu vois comment ça se passe en termes de courbe de force sur les recrutements musculaires, mais en gros, tu as l'histoire du bras de levier, où en fait, bah, si tu as le bras qui est à 90 degrés, hein, si je schématise, pour ceux qui ont la Mhm. vidéo là, vraiment, le coude. Bah, en fait, quand il est à 90 degrés, c'est là où le F0 du biceps il est atteint. En fait, c'est là où le biceps il recrute le plus sa force. En gros, si on schématise, c'est pas quand on a le bras fermé. En fait, quand on a le bras fermé, on est en butée articulaire, etc. Et en fait, il y a moins de force. En fait, même si on se sent plus Mhm. fort, bah, le biceps est moins recruté. Donc, en fait, tu Oui, peux oui. te dire aussi la question inverse de qu'est-ce que je cherche à recruter sur cet exercice-là. Est-ce que je cherche juste à forcer le plus possible en biceps ou sur toute la chaîne de tirage? Et c'est même possible des fois qu'on se dise, bah en fait, le blocage à 120 est tellement mieux pour engager toute la chaîne de tirage que dans ton cas, ça vaut pas le coup de se fatiguer à 90 degrés parce que t'as pas forcément besoin de progresser en biceps, par exemple. Tu vois, on pourrait même Ouais, faire ce genre de parallèle-là. Donc, d'accord. donc ouais, toujours en premier dans la séance, ce qui te pose problème. Pareil pour le gainage, tu vois, si tu as des problèmes, je sais pas, avec les toast to bar, toujours les placer en premier. Tu peux même mettre le gainage en premier dans les séances. Si c'est vraiment ton point faible, ça peut vraiment être intéressant aussi. Et, euh, et ouais, pareil, Ok. tu me dis hein, si ça répond à la question. Ouais, très bien. Et mon autre question, c'est quand tu as présenté le cycle force,
tu disais de faire des suspensions à un bras pied au sol, 3 secondes main gauche, 30 secondes de repos, 3 secondes main droite. Et ça, il fallait le faire 3 fois en tout. Et du coup, est-ce que tu dois faire 30 secondes de repos à chaque fois, ou est-ce que après avoir fait main gauche, 30 secondes de repos, main droite, est-ce que là tu dois laisser genre 2 minutes de repos ou c'est tout le temps 30 secondes? En fait, ça, c'était l'exercice d'échauffement. Alors, si c'était dans le cycle de force, c'est possible qu'on le mette sous forme de Ouais. série. Là, je mettrais plus 60 secondes de repos entre les bras à ce moment-là et des temps de traction qui sont un peu plus longs, genre entre 5 et 7 secondes, enfin, voire même jusqu'à 10 secondes si on est vraiment en fin de cycle. Euh, En force max? ouais, en force max. Vraiment, si tu te dis, voilà, là, je suis sur pied au sol, je suis sur 20 millimètres, je suis pas censé être capable de me Ouais. suspendre dessus, je force à Ouais. fond, là, vraiment, je tire à fond sur la prise. Bah, tu montes en force progressivement, bah, justement pendant 2 secondes, comme on disait, pour recruter le plus possible. Tu as le bras vers Ouais. 120 degrés, comme ça, tu as vraiment toute la chaîne de tirage qui est engagée. Et tu te dis, ok, bon, bah, je vais tenir vraiment ce plateau de force et cette montée en force pendant 5 secondes au total. D'accord. Là, du coup, je te conseillerais par exemple de faire bras droit, donc tu forces pendant 5 secondes, 60 secondes de repos, bras gauche 5 secondes, 60 secondes de repos, etc., etc. En fait, ça permet juste de diviser le temps de repos et d'avoir assez d'influx à droite et à gauche parce qu'en fait, pour faire très simple, il y a un truc qui s'appelle le déficit bilatéral où en fait, si tu fais un effort max à droite et que tu fais un effort max à gauche juste après, en fait, ton système nerveux, il n'a pas eu le temps de resynthétiser, hein, pour faire très simple, Ouais. et Tu tu vas l'avais perdre un peu expliqué et d'influx. c'était intéressant ça. C'est quelque chose que Et je savais pas et j'ai trouvé bien que tu donnes les justifications dans le podcast parce que du coup, ça permet de comprendre pourquoi on va pas enchaîner main gauche avec main droite parce qu'il y a un effet sur la récupération du système nerveux. C'est trop intéressant. Après, c'est très léger, c'est-à-dire que dans la réalité, en fait, il y a tellement d'autres facteurs qui vont jouer. Par exemple, si t'as quelqu'un qui te crie dessus pour dire vas-y, force à fond là, bah en fait, ça se trouve, tu vas réussir à faire le même score à droite et à gauche, même en ayant 10 secondes de Oui. repos entre les deux. Mais, euh, mais si aussi, enfin aussi, une autre raison, c'est que en fait, souvent, si je te dis tu fais droite, gauche et tu prends 3 minutes de repos, souvent les gens vont se dire waouh, 3 minutes c'est long, et tu vois, ils vont diminuer le temps de repos. Ça, je le sais parce que voilà, on coach plein de gens, ils nous font les retours hyper honnêtes, ils disent ouais, mais là, 3 minutes c'est trop long, je me fais chier, j'ai pas le temps, enfin, tu sais, ils vont trouver des excuses pour dire bah non, 3 minutes, j'ai pas envie de me reposer 3 minutes. Alors que quand tu dis tu fais Hmm. droite, gauche, 1 minute de repos, bah, en fait, ça équivaut quasiment à faire 3 minutes de repos entre 2 fois le même bras, tu sais, même le temps de poffer, etc. Voilà, tu t'additionnes, ça fait en gros plus ou moins 2 minutes et quelques de repos, 2 minutes 30 si on arrondit. Bah, en fait, tu as fait 3 minutes de repos sans t'en rendre compte. Et en fait, tu as maximisé aussi la force que tu pouvais mettre à chaque effort. Donc, ça, c'est plus des stratégies aussi en termes de coaching où en fait, tu sais qu'en théorie, je dis un truc au hasard, tu dois prendre 8 minutes de repos entre deux blocs. Mais la personne, Ouais. bah, tu sais qu'elle elle va pas prendre ces 8 minutes. Bah, tu lui fais faire, je dis un truc au pif, une routine de mobilité entre les deux. Et là, tu sais Ouais. que si elle fait Donc la ça routine, elle va l'occupe. prendre X temps et du coup, bah, elle va pas avoir l'impression de rien faire pendant 8 minutes. Donc, donc il y a tout ça aussi qui est intéressant à voir. C'est pas. Il y a le côté scientifique, mais il y a aussi le côté coaching pur où en fait, bah, si tu dis à quelqu'un, voilà, là tu te reposes 3 minutes, genre tu traques 5 secondes pied au sol, tu te reposes 3 minutes, il a l'impression de rien faire, même si c'est ce qui est le plus productif en théorie. Et il y a des gens qui juste n'aiment pas ça, tu vois. Et après, comme le but c'est Ouais. quand même d'aimer ce qu'on fait à l'entraînement, c'est intéressant aussi de voir toutes ces considérations-là. Et oui, oui. Par contre, je crois que je suis pas sûr d'avoir vraiment compris. Euh, c'est 5 secondes montée en force et on tient, main gauche, 1 minute de repos, on fait main droite et ça, on le fait 3 fois en tout. C'est ça. 3 fois. Après, ça dépend si c'est à l'échauffement. Je te conseille même de faire 3 fois d'affilée le même bras. En fait, tu fais 3 secondes, petit Ah ouais. repos, 3 secondes, petit repos, 3 secondes, petit repos. Là, tu prends 30 secondes. Là, tu fais bras gauche, 3 secondes, repos, 3 secondes, repos, 3 secondes, repos. Ça te fait une série d'échauffements. Souvent, je dis de faire 3 séries à l'échauffement. Tu as deux en tendu, une en semi-arqué. Souvent, pour la plupart des gens, ça va être ce que je recommande. Ou l'inverse, hein, si t'es plus faible en semi-arqué, plutôt 2 en semi-arqué, une en tendu. Ça te permet aussi de t'habituer à forcer dans des préhensions où t'as pas l'habitude. Et ça t'active ton système nerveux, hein, c'est de la potentiation, Ouais. hein, tout simplement. Et plutôt 60 secondes de repos que 30 secondes de repos entre chaque bloc. 60 secondes, ce serait si vraiment tu fais de la force max, où tu vas vraiment forcer à intensité perçue 100%. 30 secondes, Ouais. ce serait vraiment à l'échauffement où tu te dis, bon, bah, peut-être la première série, je suis à 70%, la deuxième, je suis à 80, la troisième, je suis à 90. 30 secondes, ça suffit largement à ce moment-là. Et comme ça, ton échauffement dure pas 30 minutes non plus. Ok. Après, toujours dans la, la force max, tu proposais les tractions cluster à un bras où il fallait descendre et retenir pendant 3 secondes la descente en forçant, 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 forçant. Et du coup, tu disais que il fallait faire 3 répétitions de 3 secondes en cluster main gauche. Et ça veut dire que dès que tu arrives au sol, tu sautes, tu reprends et tu redescends. Tu sautes, tu reprends et tu redescends. C'est ça 3 fois. 3 reps, c'est ça.
Et en Ouais. cluster, ça veut juste dire que tu prends un temps de repos entre les répétitions. Donc tu vois, par exemple, si je Ouais, te c'est juste dis... le temps de lâcher les bras et de recommencer, quoi. Alors ça dépend, des fois tu peux mettre cluster 10 secondes par exemple, où tu fais une Ah rep, ouais, d'accord. tu contrôles ta rep, hop, tu te reposes 10 secondes, tu fais une deuxième rep, etc. Et en gros, les clusters ça peut même monter jusqu'à 30 secondes, hein. Tu vois, bah là l'exemple que je te donnais pour l'échauffement pour les doigts, c'est un cluster Ouais, hein, où tu fais juste des repos de 30 secondes. C'est pas un vrai temps de repos 30 secondes, mais ça te permet juste d'être assez frais pour resynthétiser un peu de créatine, hein, pour faire simple. Et, ouais. et donc du coup, oui, Ah, tu peux même parfait. prendre 5 à 10 secondes de repos, tu vois, même pour des tractions lestées. Moi, j'ai fait plein d'expériences où je me repose une seconde, enfin juste, voilà, je pose les pieds et je repars direct, où je prends vraiment 5 à 10 secondes pour vraiment souffler un coup et refaire une rep. Et tu sais, j'ai les capteurs de vitesse, etc. Donc je peux comparer un peu les deux méthodes. Et souvent, voilà, si tu prends un repos entre 5 et 10 secondes sur ce genre d'exercice où tu veux vraiment faire de la force max, c'est plus efficient de faire entre 5 et 10 secondes parce que, bah, logique, tu as le temps de resynthétiser un peu plus. Et de toute façon, bah, le but de la prépa physique, c'est de forcer, on va dire, le plus possible si c'est ton objectif de la séance. Donc, tu as tout intérêt à te reposer un peu plus pour forcer un peu plus, dans une certaine limite d'intensité et de volume. Bien sûr, le but, c'est pas non plus de faire 25 séries où tu vas forcer à fond sur toutes les séries, parce que bah, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si tu as comme objectif de faire 3 séries et que tes 3 séries, tu as forcé à, je dis un chiffre au pif, 600 watts, bon là, ça a pas de sens les watts hein, pour des tractions excentriques, mais je me comprends, si tu fais par exemple des tractions concentriques, bah, si tu as forcé à 3 fois 600 watts alors que tu devais faire que 3 reps, alors que tu as forcé à 3 fois 540 watts parce que tu t'es pas reposé entre les reps, bah, la personne qui a fait 3 fois 600 watts, elle va beaucoup plus progresser en termes de puissance, de force, etc. que la personne qui n'a pas fait de cluster, qui a fait 3 fois 540 watts. Alors qu'elles ont fait la même traction, enfin le même nombre de tractions dans la même séance avec quasiment les mêmes temps. Parce que bah, voilà, 10 secondes de repos sur 3 reps sur ta séance, ça te fait 1 minute de plus, hein. Et ça change rien en pratique et en termes de temps de séance. Alors qu'en gain, via ce que tu as fait sur la prépa physique, ça change tout. Et pareil pour le recrutement, tu vois, là, tu as repris l'exemple des finger curls. Bah, ça change tout, hein. Le fait de vraiment forcer à Ok. 100%, si tu as un capteur de force qui te fait le feedback, bah, quand tu montes en force progressivement, tu vas aller beaucoup plus haut en termes de recrutement que si tu avais forcé rapidement sans trop d'intention. Et c'est vraiment ça, hein, cumulé sur des séances et des cycles, etc., qui fait vraiment la diff. Et aussi pourquoi des fois le coaching ça marche si bien, c'est que vraiment bah, tu adaptes toutes ces consignes à la personne et du coup après ça s'applique quoi. Et ouais. Et dans le cycle Rési, tu parles des tractions Frenchy où il y a 3 secondes de blocage à 120, 3 secondes de blocage à 90 et 3 secondes de blocage à 0. Et ce que j'ai pas réussi à comprendre, c'est est-ce que un cycle, c'est une traction dans laquelle tu fais d'abord blocage ici, blocage là. Est-ce que ça, c'est un cycle? Alors, déjà, je pense que les Frenchies, c'est la phase excentrique où tu bloques. C'est-à-dire que Ah, tu pars bras tendu, tu fais une traction, là tu bloques 3 secondes. d'accord, Là je bloque 3 d'accord. secondes, là je bloque 3 secondes, je redescends bras tendu, là j'ai fait une rep. Donc j'ai fait un cycle. Ah, ok, Donc c'est vraiment parfait. sur Ah la ben ça, phase j'avais pas compris. excentrique que tu bloques parce que c'est juste que tu veux accumuler de la fatigue, pour faire très simple, et tu veux pas limiter ta puissance sur la phase concentrique. En gros, pour faire très simple, tu fais de l'endurance de puissance sur la phase concentrique, tu veux fermer les bras le plus vite possible sur la montée, et en fait, bah, l'excentrique c'est juste de la fatigue que tu accumules, et du coup tu artificies cette fatigue avec les temps de blocage. Comme ça, bah, aussi tu passes sur le lactique, etc. Enfin bref, désolé, j'accélère un peu parce que j'ai une autre visio après. Mais, euh, Ouais, ouais. mais du coup, voilà, en gros, pour les Frenchies, il faut juste comprendre que c'est sur la phase excentrique que tu fais les temps de blocage. Sinon, bah, du coup, tu rates un peu l'objectif de l'exercice parce que t'as pas cette intention de vitesse max sur la montée. Et c'est vraiment ça qui fait la diff aussi sur justement ce qu'on Ouais. appelle le power endurance, l'endurance de puissance. Donc, Et du ça, coup, j'espère que ça t'aidera pour la suite. dans l'idée d'être en rési, quand tu montes, tu fais 3 secondes de blocage, 3 secondes de blocage, 3 secondes de blocage, tu descends, mais là, c'est pas un cluster où on lâche. Là, comme pour travailler la Tu repars rési, direct, ouais. voilà. Et c'est là que, du coup, tu expliquais que le premier cycle, on compte combien on en a fait, et le cycle d'après, on en met Moins moins 25%, un. ouais. C'est ça, enfin, ou Ouais, moins voilà. un, ouais, c'est exactement ça. Tu vas à l'échec sur le Ouais. premier et tu fais moins un sur les suivants. Et après, si t'es entre les deux, c'est-à-dire que t'en as fait 1,5, bah tu prends la limite basse, c'est-à-dire que tu pars du principe que t'en as fait un. Et du coup, si t'en fais que un et que tu dois descendre à zéro, là, tu peux trouver des variantes délestées avec élastique, etc. Enfin voilà, il y a plein de variantes qui sont possibles. Tu peux bloquer plus longtemps juste la phase excentrique. Tu peux juste faire plein de répétitions en traction, délestées, peu Ouais. importe. Là, après, voilà, faut l'adapter un peu au cas par cas, mais c'est ça l'idée, ouais. Et comme il y avait 8 minutes de repos entre la résie, tu disais de faire cycle gainage et traction Frenchy pendant les 8 minutes de repos sur les doigts, tu te rappelles? Ouais. Et là, du coup, pendant ces 8 minutes, on a le temps de faire, enfin, j'ai pas encore testé, mais j'imagine on a le temps de faire que un seul des 3 cycles de traction Frenchy.
et un seul des cycles de gainage? Ou alors c'est les 3 cycles de traction Frenchy pendant les 8 minutes de repos? Je ne me rends pas compte. Euh, non, c'est en fait, tu as trois séries de suspension. Donc là, dans mon Ouais, exemple, je crois que c'était le 7-3. Donc ouais, imaginons, tu fais 12 répétitions en 7-3. voilà. Tu lances ton chrono de 8 minutes. Pendant ces 8 Ouais, minutes, tu fais une série de Frenchies, une série de gainage, une série de gainage, une série de gainage. Tu laisses le chrono filer pendant le reste des 8 minutes. Tu refais une série de suspension. Et après, tu refais Frenchies, gainage, etc. Et en fait, tu fais pas toutes les Frenchies et tout le gainage pendant le truc. Tu ouais, divises justement en trois pour que ça ok, matche et que tu aies quand même un équilibre aussi sur le repos. En général, normalement, ça prend 3-4 minutes de faire tous les exos. Et après, tu as 3-4 ouais, minutes de repos où vraiment tu fais rien. Sinon, c'est juste trop dur de récupérer aussi, hein. Ça, ok. c'est important de le comprendre. C'est pas tu fais tout le gainage à la suite. J'en ai déjà eu qui ont fait ça aussi. Où je leur dis là, tu fais le gainage pendant le temps de repos, mais tu as trois séries différentes. Et ils faisaient trois séries d'affilée sans temps de repos sur les trois exos. Du coup, ça faisait 9 séries d'affilée sans repos. Et c'était la catastrophe parce que juste, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas faire le même Ok, volume sans temps de ouais, repos. Donc, bien sûr. non, non, faut se reposer entre les reps. Euh, Est-ce que tu avais encore une question? Mais sinon, moi, je suis désolé, je vais devoir y aller parce que j'ai une autre visio juste Non, après. non. Non, non, t'inquiète. Là, je t'ai dit mes questions les plus importantes et du coup, je te remercie. C'est super, Léo. Et moi, j'ai enregistré la vidéo. D'ailleurs, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Comme ça, tu pourras reprendre des notes aussi si besoin. Ok. Est-ce que ça te va si je le poste comme podcast hors série, genre réponse aux questions? Je fais les cuts et tout, hein, et si tu veux, même je mets pas la vidéo, je mets juste l'audio. Je ferai une petite intro, voilà, pour dire le contexte rapidement et pourquoi on a fait l'épisode. Et tu me dis si ça te va. Sinon, moi, je le garde pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je pense que les questions, elles étaient intéressantes. C'est cool si je le publie. Donc voilà, tu me dis. Et après, bah, de toute façon, si je le publie, je te l'envoie avant. Comme ça, tu me dis si c'est OK et tout. Et moi, ça me ferait un épisode de podcast en vrai, parce que les questions étaient intéressantes. Et bah, ça rebondit sur le truc de. Voilà, les gens écoutent les podcasts, ils se posent des questions, je réponds direct. Comme ça, bah, ça fait le lien, quoi. Tu Mhm. me dis hein, si ça te va. Ouais, écoute, il n'y a aucun problème. Tu m'as tellement aidé avec tous les podcasts que tu publies que je vais pas te dire non pour ça. Vraiment, c'est super. Peut-être je suis pas trop à l'aise avec l'effet vidéo. Si jamais tu peux Ok, mettre que le son, ça m'arrange. ok, Mais ok. vraiment, ouais, merci beaucoup Léo, parce que tous tes podcasts, ben, j'en parle à mes partenaires de Grimpe. Maintenant, ils écoutent aussi. Je leur ai filé les liens. C'est vraiment super le travail que tu fais avec les podcasts. C'est au top. N'hésite pas, hein, toutes les ressources gratuites, tu les demandes, je te les envoie. Pareil, si tu as des potes de Grimpe qui veulent réserver un appel pour éventuellement démarrer un coaching, bah, tu leur envoies le contact, il n'y a pas de souci. Et bah, en vrai, je suis désolé, là, faut vraiment que j'y aille. Mais bah, Ouais, pas de en tout cas, souci. bah, merci pour les questions parce que bah, j'espère que du coup, j'ai bien répondu et que ça te servira pour la suite. Carrément, ouais. Et je publierai ça du coup, ouais, sans la vidéo, juste le son en format vraiment podcast. Et je ferai juste un petit paragraphe d'intro pour dire voilà, que tu es un auditeur du podcast qui avait des questions. Et du coup, on a fait une visio pour répondre à tout ça et que du coup, ça fait un épisode hors série. Et ouais, je t'envoie ça avant de publier dans tous les cas. Bah, très bonne journée. Et bah, en vrai, n'hésite pas à me tenir au Super. courant si tu appliques certains trucs et que ça te fait des petites modifs et tout. En tout cas, ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup Ciao, Léo. ciao, Bonne bonne journée journée. à À toi. la prochaine. Salut.